Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir joint cette séance. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter Mme Astrid Basile et Mme Joanne Power qui vont vous présenter un programme de transition des soins en cancérologie du CUSUM, les enjeux pour l'infirmière. Donc, Mme Astrid Basile est graduée de l'Université d'Ottawa et elle est infirmière depuis plus de 25 ans. Elle détient une maîtrise en andragogie de l'Université de Montréal et elle a occupé plusieurs postes, dont infirmière pivot en oncologie. Elle travaille présentement comme conseillère en soins infirmiers et coordonnatrice du programme de transition en oncologie au CUSUM. Madame Joanne Power est graduée de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et est infirmière depuis plus de 20 ans. Elle détient une maîtrise en soins infirmiers de l'Université d'Ottawa et elle a occupé plusieurs postes, dont conseillère en soins infirmiers. Elle travaille présentement comme infirmière en pratique avancée en gynéco-oncologie et elle est la co-responsable du programme de transition en oncologie au CUSUM. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vous laisse la parole. Merci à tous de vous joindre à nous pour notre présentation. Notre présentation sera bilingue. Nos diapositives sont en français. Joanne fera la première partie de la présentation en présentant en anglais. Et moi, pour la deuxième partie, je présenterai en français. Nous prendrons vos questions à la fin en français ou en anglais. Merci, Joanne, de commencer. Okay. I'll start by saying we don't have any conflicts of interest. And this is just a plan of our presentation, what we're going to cover today. So we wanted to try and make our presentation as interactive as we could, which is difficult, of course, with the virtual mode. But we wanted to see if people agree with this statement, j'ai une bonne connaissance au sujet de la survivance, or you have a good knowledge base about the subject of survivorship. So if your response is yes, please use the raise hand function and we'll be able to see how many people have raised their hand. So we have 5 people who have said yes out of 55, so maybe about 10% of people. So when we talk about cancer survivorship, there is no universal definition for the term cancer survivor or cancer survivorship. So often a patient is considered a cancer survivor from the time of diagnosis until the end of life. And survivorship is more functionally used to describe the post-treatment and recovery phases of the cancer continuum. And for the purposes of our presentation, when we use the term survivorship, we're going to be referring to the period after treatments. So after a patient has finished cancer treatment, the patient or the survivor is returning to their life. Of course, for them, life is not exactly the same as before. And often family and friends might be expecting the patient to be celebrating this. They finished the end of treatment, but it's not all back to normal right away. Sometimes the patient is feeling everything is different and they don't know how to take the next steps and they don't know where to turn for information and support. We're quite good in oncology with giving information for patients when they're newly diagnosed about the diagnosis, about the treatment, if they're going to have a surgery, if they're going to have chemotherapy or radiotherapy. But we're not quite as good as giving information to the patients about this next phase of the post-treatment and how to move on and try and move on to the new normal that they have in their life. And it's a newer concept, the concept of survivorship. It's certainly been in the research in the literature more so, let's say, in the past 15 to 20 years. So we're going to cover some of the literature that explains the concept, and then we'll get into a description of our program. So this slide is the Institute of Medicine's component of survivorship care. And it basically outlines the needs of patients in the survivorship period, looking at the great need for coordination, so communication between the patients, the oncology team, their primary care practitioners in the community, and any other healthcare professionals that might be involved, so that
would be done through things like treatment summaries or survivorship care plans. There's an important aspect of prevention and detection, so trying to promote healthy behaviors, any screening procedures they might need to undergo for other types of cancers. There's, of course, a surveillance aspect for the cancer that they have been diagnosed with, so looking at assessment for recurrence or late effects of treatment. And then interventions for consequences that they may be living with, consequences of the cancer itself or of the treatment that we've given. So at the CUSM, we're offering a program of transition and not a program of survivorship. And so it's important to make that distinction. Our goal really is to transition care to the community for patients at a specific time, which is determined by the care trajectory established by the team, depending on the type of cancer that the patient has. And this will depend on the tumor site. So we're aiming to make sure that we give patients the resources to promote self-management of their symptoms. And we really are trying to identify resources in the network, in the community, to support the patients in this phase. So if we look at our present situation, we know that there are a lot of patients who aren't necessarily receiving the care in the most appropriate milieu. So we've based our idea for a program on the Choosing Wisely Canada statement that you should not be following patients in a tertiary care facility who can be equally well followed in the community. So we need to look at, there might be a phase of the care where the patient needs to be seen in the tertiary care facility for the active treatment, but in some cases the follow-up can be done closer to home with their community practitioner who knows them and provides their care for the other aspects of their health. In the case of the MHC, we have the Cedars Cancer Center. So we moved here in 2015. And if we look at the numbers of patients, if in 2019, there were a great increase in the number of visits in our ambulatory clinic if we compared to 2015. And what happens is if we have all of the cancer survivors continuing to come for their follow-up in the cancer center, we also have the new patients who need access. And by keeping patients who can be followed in the community, we end up reducing access for new patients that need access to the specialized care. In 2020, 2021, we had 6,300 new patients treated at the Cedars Cancer Center and almost 86,000 visits in the ambulatory setting. So that was an increase of more than 30% if we compare to 2015. And if we look at the first 9 periods of the 2021-2022 fiscal year, there was a further increase of 10% compared to the previous year. So the numbers are increasing, and if we want to ensure access to the new patients, we really needed to examine which patients do we need to keep for follow-up and which ones could we consider either doing shared care or transferring their care back to the community. So when we look at, again, our present situation, we realize we don't have a systematic evaluation of patient needs at the end of treatment, either by nurses or by the treating team. So in the introduction to today's conference, we heard Dr. Latreille mention the focus on patient-reported outcome measures, and hopefully we will be expanding the use of PROMs at all phases from diagnosis to the end of treatment. I think in some situations we're better at doing those types of screenings while the patient is undergoing active treatment. But at the end of treatment, we presently didn't have a systematic way of looking at the patient needs. And we also weren't systematically giving patients information at the end of treatment that explained to them internal and community resources that were available to them. So again, we have lots of information that we're quite systematically giving at diagnosis and as patients started treatment, but that gap really was apparent at the end of treatment. One of the studies that we really found useful when we were looking at developing our program was the CPAC transition study.
And this was a survey that was done. It incorporated closed and open-ended questions, and it was distributed to almost 41,000 cancer survivors across 10 provinces in Canada. It was adult patients, and there were many different tumor sites in the sample of patients, and there were a 33% response rate, so a fairly good response rate for a survey. And what the main results that were found with that study was that many patients were really surprised by the changes that happened after the end of their treatment. The fear of cancer recurrence was profound and ever present for many survivors. They were worried about the idea, they didn't know how to manage things themselves, how to manage their own follow-up care and recovery. And they expressed a desire for more information and a better preparation for self-care before the end of their treatment. So they would have really liked to know what to expect, what was coming next. Another study we looked at which had the goal of identifying the main problems that were identified by patients in the post-treatment phase. It broke the information down into 4 different categories. So people had informational needs. So again, knowing what to expect, and the continuity of information. So not knowing whether the information of their cancer treatment and the results of that was passed on to the community practitioners. And often patients have the impression that everything is in the computer. So if they go to their family doctor, they think that all of the information is available to them, but that's sadly not always the case. We don't have a province-wide electronic medical record system, so we're operating with hospital-based systems that don't always talk to each other. In terms of psychosocial needs, they express concerns about reintegration into their life after finishing cancer treatment. Fear of recurrence, again, was a big theme, and anxiety. Physical symptoms like fatigue, sexual health concerns, and then the other physical symptoms really depended on the type of treatment the patient had and the type of cancer the patient had. And then there were economic concerns, so the return to work and the financial burden of being a cancer patient. So our transition project, the solution that we were proposing was to share care from the very first consultation at the cancer center with family physicians or other practitioners in the community. And family physicians have described to us as they refer a patient and then it's like a black hole of information sometimes. So they often don't get information about, let's say, a patient's surgery or what the treatment plan is. And sometimes the only information they're getting is from the patient themselves and what they report. We want to transfer care to the community at the appropriate moment, according to the care trajectory. And so for the first phase, we're starting with patients who've had an endometrial cancer or a prostate cancer who've received a curative treatment and who are at low risk of recurrence. In the second phase, we will expand to other tumor sites. And we want to really make sure that we provide the patients with the tools to facilitate the transition. So we have brochures or booklets that we have developed and a care plan. So in terms of sharing care, we want to make sure that we communicate consultation notes and notes of visits to the family doctors. We've actually created some posters and a welcome to the Cedars Cancer Center brochure that patients get when they register for the first time at the Cancer Center that explains to them, if you have a family doctor, please give us the information because we want to share information with them. And if the patient doesn't have a family doctor, we instruct them from the beginning how to register on the Guichet d'Accès Médecins Famille website so they can get on the waiting list to have a family doctor. We also have established a follow-up schedule, like a calendar of what the follow-up
is like post-treatment. And we alternate visits in some case for shared care with the family doctor according to the established trajectory. So we have multiple levels of committee that work on the transition project. We have our committee director or our steering committee that meets 3 times a year, and we have quite a broad representation. We have people from within the hospital and the cancer center, including psychosocial oncology, Cedars Can support. We have a representative from the DSP office of the hospital, the education directorate, the direction of quality evaluation and performance. We also have representation from McGill School of Nursing, McGill Family Medicine, and MUHC Family Medicine, and we have patient partners. We have our what we call our core committee, the Comité Principal, and those meetings happen monthly, and that's really people from within the hospital, so mainly from within the cancer mission and Department of Quality. We have weekly meetings of the co-responsables, so myself and Dr. Carolyn Freeman, who's a radiation oncologist. We are the co-leads of the project. Astrid, who is our project coordinator, and Laura Perry, who is a project manager that works with us. And those weekly meetings really help to keep us on track and keep things moving along. And then we've had work groups for the 2 disease sites, so endometrial cancer and prostate cancer work groups. And that's to develop the specific brochures and care plans related to the transfer of the patients. And we've included patient partners and partners from the community, family physician, and in the case of the endometrial cancer work group, also a gynecologist from the community. And we report monthly to the executive of the cancer care mission at the MUHC. So we really, if we look at overall at the project, we need to identify the family doctor or encourage them to register with the GAMF if they don't have one. So we've got the posters that we've posted in the Cancer Center, the Welcome to the Cancer Center, that brochure that is sent electronically to patients who provide their email, or else a paper copy is provided on their first visit. We've developed the tools that were specific to each tumor site. So the care trajectory, treatment summary, and the booklets for the patients that they receive at the end of the treatment. The plan soin, so it's a treatment summary, and it outlines what the follow-up care needs to be with the physician in the community and with the MUHC. And then we have 2 key moments in the trajectory, a telephone appointment, a telephone transition appointment, which happens with a nurse about 2 weeks after the end of treatment, and what we call a medical transition appointment. And we'll explain that a bit more as we show you the sample trajectory. The transition appointment with the physician happens according to the tumor site. So can be somewhere from 3 to 6 months after the end of treatment. And then we make sure to transmit the care plan and treatment summary to the family doctor. The patient receives a copy as well. So in preparation to develop this program, we felt we needed to communicate with the family physicians in the community that we needed to be our partners. If we want to transfer the care to the community, we need to make sure that the physicians are comfortable and that they feel the communication is there. So we did a sondage that we sent electronically. We sent it in two phases. The first was with the McGill Family Medicine, and the second phase was in the Greater Montreal area, so including Laval and the Rive-Sud. And the goal of the survey was really to explore their preparedness to take over the care for cancer patients and to assess their needs and concerns with regards to transition or shared care. And we put some clinical scenarios in this survey, and it
questions, for example, about a patient with cancer of the prostate. We were giving them scenarios of post-op patient who had some challenges with impotence or with incontinence, or a patient post-radiotherapy with gastrointestinal symptoms and rectal bleeding, just to give you an example. So we were really looking at how comfortable are they with that. And the results of our survey was that in general, people felt fairly comfortable. So one of the questions we asked was, how would you like to receive information about your patient's care? And we had presented several options. What was very clear was the preferred method for the physicians in the community would be to receive the information via the DSQ. They're already using that to look at lab results and other reports, and so that would be their preference. Unfortunately, at this point in time, the module for consultation notes isn't available in the DSQ, so that's one of our challenges, is trying to find ways of ensuring that the communication gets there and reliable ways of doing that. Overall, family doctors felt that they're ready to do the prise en charge of the cancer patients and felt comfortable doing so. Overall, 82% felt ready to take this on, and 69% described that they were comfortable to do so. And 23% of the physicians responded saying that they would like to actually participate with our program as a member of a committee or as part of a focus group. And that's actually how we did recruit the community physicians to be part of our work groups for endometrial and prostate cancer. So the next step was to define the care trajectory. So this was our current state that we have already started with endometrial cancer. So I guess it's our pre-implementation state. And you can see the things that are in blue here is the care that was happening in the community. And then what's in the peach color is what was happening within the hospital. So the initial investigation and referral was happening from the community, but then the rest of the care was happening within the hospital, and the follow-up care was continuing here. And this is our desired state. And so this is what we have started working on. And it's a very busy slide, I know. I'm going to try to kind of explain through it. So again, in blue, here we have the care that's happening in the community. But you'll see at the bottom, we have in blue going across the entire trajectory, the family physician. And so this is when we say we would like to have the family physician involved from the beginning and ensure that the communication continues across the patient's trajectory. The diagnosis, staging, and treatment planning, and then treatment is happening within the hospital. And then these three arrows indicate the end of treatment. And at this visit, so if it's a patient who has had radiotherapy, it's the end of their radiotherapy treatment, or if it's a patient who has had surgery and isn't requiring adjuvant therapy, it's at their post-op visit. And at this visit, we're providing them with educational information. And Astrid is going to explain in more detail the booklets and the information we provide, but just to show you, this is where the patient receives their information about the care in the next phase. The second arrow is the follow-up phone call by the nurse, or what we call the nursing transition appointment, which is booked 2 to 3 weeks after the end of treatment. And then the third arrow is the medical transition appointment, and it will be 3 to 6 months after, and that depends on the type of treatment that the patient has had. The frequency of the follow-up visits was developed by the care teams and the work groups, and based on guidelines, and Astrid will explain a little bit more about that. In the case of endometrial cancer, we've opted for a model of shared care, and because a pelvic exam is an essential part of the follow-up, and not all family physicians perform pelvic exams, the gynecology oncology team
made the decision that the shared care would be best done with a gynecologist in the community. Many of our patients, in fact, most of our patients do come to us with a referral from a gynecologist. If we don't, if the patient does not have a gynecologist, we do have a few gynecologists who have agreed to take on patients for shared care in this population. And there are a couple of places here where we say distress screening is required. So just to point out that we haven't fully implemented distress screening in the Cancer Center yet. So we're not using the distress screening tool at these points presently, but that is our goal eventually, to make sure that the distress screening is done required at those visits. But ideally, you'll see here in the bottom, ideally the distress screening would happen at each visit. After the shared care period of 2 to 5 years is completed, the patient has a last follow-up visit with the physician, and then the care is transitioned to the community. So in terms of the process, what was really important was for us to establish the role of each person on the team. So what is the role of the physician? What is the role of the nurse? For the patients that are receiving radiation therapy, the radiation therapy technologist, the clerical staff, and to decide who is going to do what at which moment. So now I'll pass on to Astrid to continue to give you more information about the program. Thank you, Joanne. Comme Joanne disait, bonjour encore, bonjour tout le monde. Comme Joanne disait, un des buts du programme est d'outiller les patients dans la période de transition, d'où la nécessité de développer des livrets post-traitement pour les patients. Pour notre premier livret, qui est le livret pour le cancer de l'endomètre, on a eu le soutien de 2 étudiantes à la maîtrise en sciences infirmières de McGill dans leur cadre de leur cours d'application de connaissances pour nous aider à développer le livret, qui se concentre surtout sur les défis physiques, émotionnels, puis pratiques qui ont été identifiés par les survivants de cancer. Ils ont fait une revue de littérature sur les besoins post-traitement des patientes atteintes de cancer de l'endomètre. Puis ensuite, elles ont complété leurs données avec une entrevue avec des patientes partenaires. Elles ont consulté le site du Cancer Care Manitoba, qui a développé une série de livrets spécifiques à chaque site tumoral qui est intitulé Moving Forward After Cancer. Je me suis permise de faire la traduction libre, aller de l'avant après un cancer. Également, Cancer Care Ontario, la Société canadienne du cancer et Cancer Control Alberta. Aussi, nous avons effectué une évaluation du livret par l'équipe des spécialistes en gynéco-onco et les infirmières pivots, infirmières cliniciennes, infirmières pratiques avancées et les patients partenaires. C'est le même processus que nous utilisons pour les prochains livrets, dont le livret pour le cancer de la prostate. Prochaine diapo. Ceci, c'est pour vous démontrer, c'est la page couverture et la table des matières de notre livret pour le cancer de l'endomètre. Si on regarde la table des matières, on a des thèmes qui reviennent comme les prochaines étapes, les effets de traitement, des traitements, des inquiétudes au sujet de retour de cancer, un mode de vie sain, les facteurs émotionnels et psychologiques. C'est à peu près le même modèle qu'on va avoir d'un livret à l'autre. Prochaine diapo. Je vous présente la page couverture pour le cancer de la prostate. C'est notre version anglaise. Notre version en français n'est pas encore prêt, est en développement. Mais si vous regardez, ce sont les mêmes thèmes dans la table des matières. C'est la section, la gestion des effets du traitement qui va être vraiment différent d'un site tumoral à un autre. Prochaine diapo.
L'autre outil qu'on remet aux patients en fin de traitement, c'est le livret de la Société canadienne du cancer intitulé « La vie après un traitement contre le cancer ». C'est une bonne source, c'est une source, c'est générique, c'est pour tous les sites tumoraux. C'est à peu près les mêmes thèmes qu'ils développent dans notre brochure, mais si vous n'avez pas d'outils présentement dans votre centre, c'est un bon outil à remettre aux patients. Prochaine diapo. Comme Joanne vous dit, on a développé un sommaire de traitement et plan de soins. C'est un même document. Il y a une portion, une section sommaire de traitement et une section plan de soins avec le calendrier de suivi. C'est un document électronique bilingue qui a été développé à partir des lignes directrices de NCCN, qui est le National Comprehensive Cancer Network, puis ASCO, le American Society of Clinical Oncology, Cancer Care Ontario. On a adapté le plan de survivance d'ASCO. ASCO a développé différents plans de survivance, mais nous, on l'a adapté pour répondre à nos besoins. Et comme Joanne vous parlait du workgroup, on avait des groupes de travail avec des médecins spécialistes, des praticiens de la communauté, patients partenaires. Ce sont eux qui ont travaillé pour développer ce document pour répondre à leurs besoins. Prochaine diapo. Ça, c'est la deuxième partie du document. Comme vous pouvez voir, il y a un plan de soins de suivi avec le calendrier des visites et avec les tests de surveillance qui sont requis. Les patients aussi nous avaient dit qu'ils voulaient vraiment savoir quels sont les signes de récidive et on a mis aussi des informations quant aux ressources dans la communauté. Ce ne sont que quelques pages du document, mais il y a une page encore plus complète sur les ressources. Donc, juste avant de continuer, juste pour vous dire, donc, on remet aux patients en fin de traitement, soit en fin de traitement ou lors de la visite post-opératoire, le livret post-patient, le livret post-traitement, le livret de la Société canadienne du cancer et les quelques pages du plan de suivi, mais excluant le sommaire de traitement parce qu'à ce moment-là, le médecin ne l'a pas encore rempli. Mais non, on a fait des photocopies pour remettre aux patients parce que cette information-là, donc, ça s'applique à tous les patients. Donc, à une date ultérieure, lors du rendez-vous de transition, le médecin va remplir le sommaire de traitement et à ce moment-là, ça va être expédié au médecin de famille et aux patients. Prochaine diapo. Donc, on voulait savoir, dans mon milieu de travail, nous remettons aux patients un plan de soins de survivance. Bien, si votre réponse est oui pour cet énoncé, bien, levez la main et pour qu'on puisse avoir les réponses. Est-ce que les gens répondent? On a eu une main levée. OK. Mais... Excellent. Donc, comme vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment implanté dans les différents centres. Donc, je voulais préciser que le document sommaire de traitement et plan de soins, c'est rempli par le médecin et non par l'infirmière parce que ça comprend des informations médicales. Dans certaines provinces telles le Manitoba, l'infirmière remplit la portion qui est relative à son champ de traitement parce que le système informatique va générer automatiquement le sommaire de traitement à partir des données qui sont saisies dans le dossier. Mais pour nous, au CUSM, c'est vraiment l'équipe médicale qui remplit le document. Et comme je vous ai dit, une copie est envoyée aux médecins et dans la communauté et aux patients. Prochaine diapo. Donc, je vais revenir à notre projet en tant qu'au processus de transition. Donc, comme Joanne vous avez dit, on vise 2 populations de patients, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate. Nous avons débuté avec le cancer de l'endomètre à la mi-octobre, à procéder à la transition de ces patients-là. Donc, ce sont des patients qui vont être éligibles
à la transition, donc qui sont à faible risque de récidive. Jusqu'à date, on a 21 patients qui sont éligibles. 19 appels ont été faits par l'infirmière en termes de rendez-vous de transition. Sur ces 19 appels, on a eu une patiente qui a été référée en gynéco pour la gestion de ses symptômes et une autre patiente qui a été référée en oncologie psychosociale. Donc, en général, les patients vont bien lors des appels de transition. Là, on vient de commencer la transition des patients atteints de cancer de la prostate, post-radiothérapie. Donc, on n'a pas encore de données là-dessus. Prochaine diapo. Donc, c'est sûr que dans nos plans, c'est d'évaluer le programme. On a développé des indicateurs qui sont sur le tableau de bord du programme de cancérologie. Nous avons développé un questionnaire pour évaluer l'expérience des patients avec le bureau d'expertise en expérience patient. Nous avons, en fait, on est à nos débuts là, avec une étude qualitative avec une étudiante à la maîtrise en sciences infirmières de McGill. Donc, essentiellement, l'étudiante va aider à mener des entretiens avec des patients et des médecins de famille, gynécologues de la communauté qui ont participé dans le processus de transition dans le but d'évaluer leur niveau de satisfaction à l'égard du processus. Prochaine diapo. Bon, les défis, c'est sûr qu'on a plusieurs défis. C'est sûr que, bon, juste le développement du matériel, on a eu un peu de retard. La rencontre avec les équipes, ça nécessite du temps. Comme Joanne vous disait, l'identification des médecins de famille dès la première visite au centre de cancérologie, parce que des fois, le patient n'est pas capable de nous donner l'information n'est pas précise, l'absence de moyens électronique sécuritaire pour communiquer avec les médecins dans la communauté. Lors de notre sondage, c'est sûr que les médecins de famille voudraient communiquer par la DSQ. Ça serait l'idéal, mais pour le moment, ce n'est pas une option avec la DSQ. Prochaine diapo. Quant aux d'autres défis, quand il y a un manque d'effectifs en soins infirmiers présentement dans les cliniques ambulatoires en oncologie, donc on priorise le personnel infirmier pour la salle de traitement versus dans la clinique où est-ce qu'on fait les suivis post-traitement. L'outil de dépistage de la détresse et l'échelle révisée d'évaluation de symptômes d'Edmonton ne sont pas implantés de façon systématique dans les cliniques ambulatoires parce que ça nous aiderait vraiment à évaluer les besoins du patient. Et c'est tous les modèles de soins vraiment de suivi post-opératoire et post-radiothérapie qui sont vraiment centrés sur une relation médecin-patient. Donc, on voudrait que l'infirmière soit vraiment plus impliquée au niveau de ces suivis. Prochaine diapo. C'était vraiment juste à titre indicatif. Probablement, vous êtes familière ou familier avec le thermomètre de détresse et le ISAS-R pour les symptômes. Juste pour vous rappeler que le thermomètre de détresse, en général, lorsque le patient va coter sa détresse à 4 et plus sur le thermomètre de détresse, il faut vraiment initier une conversation avec le patient pour explorer vraiment cette source de détresse. Prochaine diapo. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de défis. Un autre défi, c'est les patients post-chirurgie oncologique qui n'ont pas de traitement adjuvant. Donc, c'est un grand défi parce que ces patients-là ont vraiment peu de contact avec le personnel infirmier ou autres professionnels suite à leur congé de l'hôpital. Ils n'ont aucun traitement adjuvant. Donc, la transition entre la période de chirurgie à la période de survivance est très rapide. Donc, il peut y avoir des besoins qu'on n'a pas eu la chance d'identifier. Prochaine diapo. Donc, ce que la littérature nous dit, puis qu'on réalise, la réalité en soins ambulatoires, c'est que ces milieux-là sont là pour fournir des services de perfusion, de radiothérapie, mais ils ne disposent pas nécessairement. Oui, il peut y en avoir, mais ça peut être limité, des soins psychosociaux, la physiothérapie, soutien d'esthétique, qu'un patient aurait besoin en période de survivance. Puis le personnel dédié à des cliniques de suivi pour les soins de suivi, et en général, c'est inexistant. Donc, c'est nécessaire vraiment de collaborer avec les ressources locales et nationales
pour fournir un soutien psychosocial. Puis présentement, on a un partenariat avec la Société canadienne du cancer. Ils ont récemment reçu une subvention de CIPAC pour offrir un soutien pour les patients qui sont en phase de transition dans leur trajectoire de soins. Donc, nous avons établi ensemble un système pour référer directement des patients à eux. Prochaine diapo. Donc, encore là, les écrits nous disent que les infirmières en oncologie jouent un rôle important dans la prestation des soins aux survivants. Puis, en général, leur implication, c'est de comprendre, éduquer, coordonner des équipes multidisciplinaires pour initier puis fournir des soins aux patients et aux familles. Puis, elles participent à ce modèle de soins en évolution de diverses façons. Prochaine diapo. Entre autres, c'est les activités les plus courantes sont liées à la gestion des symptômes, les effets à long terme du traitement du cancer, le soutien psychosocial. Les moins fréquentes semblent être tout ce qui est lié à la prévention, la surveillance, monitoring, mais ça, c'est en général, ce ne sont pas des activités effectuées en milieu tertiaire ou quaternaire. Prochaine diapo. Donc, le niveau souhaité et la complexité des connaissances nécessaires à la planification des soins aux survivants du cancer, ça pose un défi pédagogique aux infirmières en oncologie parce que les infirmières ne sont pas formées nécessairement pour une telle tâche. Prochaine diapo. Prochaine question. Les infirmières de mon milieu de travail sont formées pour soutenir les patients en phase de survivance et encore là, répondre aussi, votre réponse est oui. Cliquez sur Raise Hand, levez la main. Je ne sais pas si je ne vois pas les réponses. Nous avons présentement une main de levée. OK. Bon, c'est quand même une bonne, au moins une personne. Excellent. Prochaine diapo. Donc, c'est encore la neuroéducation. Il y a un besoin de formation et de connaissances pour intervenir auprès de la clientèle. Puis, si vous vous rappelez, c'est ce que les recommandations de l'Institute of Medicine que Joanne a présenté un peu plus tôt, le tableau. Donc, s'il y a besoin les infirmières ont besoin d'être formées si on veut qu'elles puissent intervenir auprès de la clientèle par les interventions, gestion de symptômes, prévention et de surveillance dans ces activités-là. Prochaine diapo. Donc, les ressources qui sont disponibles, bon, il y a le module de survivance de l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Autres ressources disponibles pour outiller les infirmières, il y a le Cancer Survivorship Partnering with Patients to Improve Their Experience. Ça, c'est un cours qui est offert par le de Sousa Institute, qui est un organisme de l'Ontario. Le cours est en anglais seulement, je crois, mais c'est un cours qui s'échelonne sur à peu près 8 semaines. Donc, qui est très intéressant. Nous, au CUSM, on a voulu développer un petit quelque chose pour sensibiliser le personnel, pas seulement le personnel infirmier, mais en fait tout professionnel de la santé à la notion de survivance telle que vécue par le patient. On a développé un petit vidéo en partenariat avec Dr. Rosanna Faria de l'hôpital St. Mary's et un patient partenaire, en fait, qui est sur un de nos groupes de travail. On va jouer la petite vidéo et on doit encore faire des petites modifications, mais on va vous jouer juste un extrait là parce que la vidéo dure 8 minutes, mais on va vous jouer juste un extrait juste pour partager avec vous l'expérience du patient. Je m'appelle Laurent Proulx. Je suis ici pour vous parler de la réalité des survivants du cancer durant la période suivant la fin de leur traitement. Lorsque j'ai reçu un diagnostic de cancer, vous, les professionnels de la santé, se sont occupés de moi. Vous étiez mon ancrage pour que je puisse faire face à cette période difficile. Et je tiens aujourd'hui à vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir été là pour moi. À la fin de mon traitement, je me sentais vide. Je me sentais perdu parce que je ne savais pas à quoi m'attendre et surtout, je ne vous avais plus à mes côtés. On met beaucoup l'accent sur la phase de traitement et je ne nie pas que c'est ça très important.
Mais la période après le traitement est tout aussi importante, et c'est le but de cette vidéo. Je vous invite à regarder attentivement cette vidéo. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre les pensées et les émotions auxquelles font face les patients lorsqu'ils terminent leur traitement suite à un cancer. Quand je regarde ma vie, elle est composée de beaucoup de parties différentes. Mon corps, ma famille et mes amis, mon travail, les choses que j'aime faire et en fait, mon bonheur. Toutes ces pièces s'emboîtent comme dans un casse-tête. Parfois, ils s'emboîtent bien et parfois, le casse-tête est plus compliqué. Je sais que pour moi, quand on m'a diagnostiqué avec un cancer, les pièces de mon casse-tête ont été dispersées et réarrangées. Le cancer est devenu le centre de ma vie. C'était vraiment difficile de me concentrer sur autre chose. À la fin de mon traitement, je ne savais pas comment le casse-tête allait se remettre en place. Tout ce que je savais, c'est que j'entrais dans une nouvelle phase de ma vie en tant que survivant et je voulais que quelqu'un m'aide à faire face à cette transition. Les relations que j'ai établies pendant le traitement étaient si intenses et j'étais confus quant à vouloir en finir avec le traitement. Mais aussi que ces personnes me manquent et ne pas savoir à quoi m'attendre alors que j'essayais de voir les pièces de ce nouveau casse-tête. Il s'agit de M. Laurent Proulx. Il a été opéré d'un cancer et c'est aujourd'hui son dernier traitement de radiothérapie. Il ne viendra que pour des visites de suivi avec l'équipe d'oncologie. Bonjour, je suis Laurent. Je suis un survivant du cancer. Je vous invite à me suivre dans mon parcours de survivant du cancer. Salut Laurent. Merci de nous avoir invités à participer à votre parcours. Mais d'abord, qui est un survivant du cancer? Il n'existe pas de définition unique du survivant du cancer ou de la survivance au cancer. Alors qu'une personne est considérée comme un survivant du cancer à partir du moment du diagnostic de cancer jusqu'à le reste de sa vie, le terme survivance au cancer est souvent utilisé comme une définition du temps après que le patient ait terminé son traitement. Merci Laurent pour cette explication. C'est très clair pour moi maintenant. Voici une journée typique pour moi à la maison. C'est ma 2e semaine. Je suis épuisé, je ne peux pas effectuer toutes les tâches ménagères, je ne peux pas croire que je vais devoir attendre 6 mois avant de rencontrer mon médecin. Mon médecin m'a dit que tout devrait retourner à normal, mais je ne me sens pas normal. J'essaie de bien manger et d'avoir une alimentation équilibrée. J'essaie même de faire 30 minutes d'exercice par jour comme recommandé. Parfois, je me sens heureux, mais des fois, je me sens triste. Puis des fois aussi, je me sens en colère. Je ne savais pas que je ressentirais ces montagnes russes d'émotions. Il arrive aussi que je pense à la récidive. C'est comme un problème, un bruit de fond, comme un son dans la radio qui, certains jours, peut être élevé et d'autres jours, le volume est bas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est toujours là. Merci, Joanne. Malheureusement, pour faute de temps, on ne peut pas continuer, mais ça vous donne quand même une petite idée un peu de comment se sentent les patients durant cette période. Donc, j'ai parlé un peu du rôle comme de l'infirmière selon un peu la littérature. Là, je vais vous parler un peu du rôle actuel de l'infirmière du programme en termes des suivis, des appels téléphoniques 2 à 3 semaines après la visite médicale. Donc, c'est une clinique chaque vendredi. Il y a à peu près 30 minutes qui sont allouées par rendez-vous. La durée moyenne des appels faits par l'infirmière, c'est environ 20 minutes. Elle évalue les symptômes, vraiment identifie les sources d'inquiétude pour les patientes et bien sûr documente. Prochaine diapo. Donc aussi, c'est de reviser les contenus de livret parce que des fois, l'infirmière va demander, avez-vous eu la chance de regarder le livret? Il y en a qui répondent, je me sentais bien, je n'ai pas tout regardé. Mais c'est de vraiment prendre le temps au moins de feuilleter, de regarder la table de matière, de regarder la section des ressources pour que le patient puisse au moins être au courant un peu du contenu du livret. Donc, surtout quand contacter l'équipe médicale, regarder en termes des les signes de récidive. Le calendrier du suivi, surtout on a commencé avec cancer de l'endomètre, il y a une période de soins partagés, comprendre le concept de soins partagés, que ce sont des visites en alternance, valider le prochain rendez-vous et vraiment aussi discuter des ressources là, comme qui sont disponibles pour le patient au CESM et aussi dans la communauté et parfois référer à des ressources pertinentes là, si le besoin se fait sentir. Donc, le rôle souhaité, ça serait
oui, d'accompagner le patient que l'infirmière puisse accompagner le patient tout au long de la trajectoire de soins, puis intégrer ce rôle-là dans la clinique ambulatoire, parce que là, présentement, c'est l'infirmière du programme qui occupe ce rôle. Ben, c'est vraiment, on l'a fait comme projet pilote pour qu'on puisse voir comment se déroulent ces interventions téléphoniques, mais éventuellement, on pense que c'est un rôle qui peut être intégré et l'infirmière pourrait dépister la détresse lors des moments clés de la trajectoire, discuter du résultat du dépistage avec le patient, référer aux ressources, offrir une présence lors de la visite post-opératoire, parce que présentement, ce sont les médecins qui remettent les livrets aux patients ou le technologue du côté de radiothérapie à la fin des traitements, mais ça pourrait être l'infirmière. Comme ça établit déjà un pont et ensuite l'infirmière le patient peut avoir le contact de l'infirmière pour les coordonnées pour la contacter si besoin. Donc, les prochaines étapes, c'est sûr qu'on va poursuivre le projet qui a commencé en octobre. On a déjà entamé au mois d'avril avec le cancer de la prostate. On va adapter les trajectoires à d'autres sites tumoraux. Donc, les trajectoires varient d'un site tumoral à l'autre. Il y en a probablement qui auront des soins partagés, d'autres non. Et on pense aussi développer un plan de formation pour les infirmières impliquées auprès de la clientèle visée pour assurer justement avoir une bonne connaissance pour pouvoir soutenir les patients dans la phase de transition. Continuer à travailler puis vraiment à identifier une façon pour communiquer efficacement avec les praticiens dans la communauté parce que ça, c'est un de nos grands défis. Puis, on va collecter des données, puis on essaie d'élargir notre réseau via des conférences comme celle-ci, puis faire partie des comités provinciaux. Prochaine diapo. C'est ça qu'on voudrait remercier plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce projet, dont Dr. Apluken, Chantal Souligny, Alain Biron, en termes de notre directrice des soins infirmiers, et toute la prochaine slide nous donne vraiment toute notre équipe qu'on ne peut pas nommer, mais c'est toute une équipe qui est en arrière de ce projet-là. Nous vous remercions. On est prêts à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Donc, c'était vraiment très intéressant comme présentation. On peut vraiment voir l'innovation et surtout la concertation avec plusieurs professionnels de la santé qui œuvrent dans différents domaines. Donc, je pense que c'est un bel exemple de réussite et de projet très collaboratif. On a eu quelques questions qui ont émergé dans le chat, entre autres, de Mme Audet, qui aimerait savoir quelle est votre trajectoire pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille. C'était plutôt au début de la présentation qu'on avait eu cette question-là. Est-ce que je peux répondre, Joanne? Oui, donc c'est sûr que oui, notre but, c'est que oui, le patient sera, la transition sera au médecin de famille, mais tant aussi longtemps que le patient n'aura pas de médecin de famille, on va continuer à offrir des soins, assurer le suivi du patient. Mais on espère que, bon, comme je vous dis, tout dépend de certaines trajectoires. Il y a des transitions qui vont probablement se faire à 5 ans, à 4 ans, post-traitement. Donc, on espère que les patients, si dès leur arrivée au centre de cancérologie, on les inscrit sur le site du GAMS, donc ils vont éventuellement pouvoir avoir un médecin de famille dans un délai raisonnable. Oui. Merci beaucoup. Ça répond très bien à la question. On avait une question, c'était Mme Patoine, excusez-moi. Quel type d'infirmière fait les appels de transition? Est-ce que c'est des infirmières qui vont en oncologie, des infirmières de la salle de traitement, etc.? Je vais répondre. Présentement, c'est moi, comme coordonnatrice du programme, qui effectue les appels. Mais comme je vous dis, notre but, on aimerait que ce soit des infirmières de la clinique d'oncologie. Mais présentement, comme je vous dis, il n'y a pas une expertise en survivance, hein, parce que les infirmières de la clinique d'oncologie sont habituées de gérer des patients qui ont des problèmes reliés à leur traitement en termes de chimiothérapie, de radiothérapie. Donc, on veut développer cette expertise-là auprès des infirmières. Oui.
Merveilleux. Ben, c'est un beau projet justement pour développer l'expertise. Il y a tant de choses à faire avec nos infirmières. Et on prendrait une dernière question de Mme Denis qui voulait savoir est-ce que vous auriez des pistes à suggérer pour soutenir la population chirurgicale sans traitement adjuvant que vous avez identifié comme présentant un défi dû à leur transition rapide après la période de soins aigus? Est-ce qu'il y a des intervenants clés qui pourraient être impliqués pour ne pas échapper justement à ces patients-là? Ou est-ce qu'il y aurait des interventions qu'on pourrait prioriser chez cette clientèle-là? Joanne, do you want to answer? Joanne? Oui, je pense que le taux de dépistage de détresse est vraiment utile. Et si c'est impliqué dans la clinique, on peut évaluer les besoins de le patient et référer les patients à la bonne personne, dépendamment de leur inquiétude. Mais c'est toujours un défi quand on n'a pas beaucoup des infirmières aux cliniques. Donc, je ne sais pas, Astrid, si vous avez des autres idées, mais... Oui, ben c'est sûr qu'on réalise que c'est un défi et c'est pour ça que justement, on essaie comme d'outiller les patients parce qu'avant, ces mêmes patients qui ne faisaient pas partie du programme de transition partaient à la maison avec rien. Mais là, présentement, au moins, il y a un appel qui est effectué. Le patient a des outils quand même en main et conscient que oui, je suis un survivant de cancer parce qu'il y en a, surtout ceux qui ont eu de la chirurgie par expérience avec mes appels téléphoniques, il y en a que pour eux, mais oui, on me dit que j'ai eu un cancer, parce que pour eux, la chirurgie n'est même pas un traitement. Donc, c'est de réaliser que oui, j'ai eu un cancer, j'ai eu un traitement et oui, c'est un traitement, puis là, on est dans cette phase-là, puis c'est de comment gérer avec tout ça, les émotions, etc. Donc, mais au moins, avec la brochure, ils réalisent qu'ils ont des sentiments qu'ils ressentent puis que c'est normal, ça normalise qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que là, comme je vous dis, avant, ils n'avaient rien. Mais au moins, ils ont un appel, au moins, ils ont déjà la brochure. Puis comme je vous dis à tout le monde, la brochure de la Société canadienne du cancer, c'est un début. Si vous n'avez rien à offrir, commencez par ça parce qu'au moins, les patients sont au courant de... Ça normalise un peu qu'est-ce qu'ils vivent. Oui. Tout à fait. On prendrait une dernière question. Justement, je vois aussi qu'il y a la professeure Karen Bilodeau qui transmet des ressources que vous parliez tout à l'heure, entre autres avec les modules de formation de Cano et le HCPFR de la société, je crois que c'est de la Leukemia and Lymphoma Society of Canada, si je ne me trompe pas, et le groupe d'intérêt spécial de Cano sur le Cancer Survivorship pour la survivance au cancer. Donc, qui peuvent être des ressources très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous joindre et à payer le membership de Cano. Il y a des belles ressources disponibles à ce sujet-là. Et concernant la dernière question, c'est de Olga. Donc, elle aimerait savoir, est-ce qu'à votre avis, il y aurait un rôle pour les IPS, les Nurse Practitioners en oncologie, par rapport au survivorship, la survivance, pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille? Donc, est-ce que ça pourrait être un beau rôle à développer? Est-ce que ça pourrait être un rôle transitoire le temps que les Québécois ont des médecins de famille? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Moi, je dis tout à fait, parce que même dans certains modèles de soins, oui, ce sont des médecins de famille dans d'autres provinces qui assurent le suivi, mais une infirmière praticienne pourrait aussi assurer un suivi médical à ces patients-là, surtout que vraiment, dans le plan de soins, il y a tout ce qu'il faut, les directives à respecter en termes de mode de suivi, tout à fait, il y a vraiment une place pour les IPS là-dedans, oui. Merveilleux. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, donc peut-être que vous pourriez communiquer avec l'équipe du CUSUM, peut-être qu'il pourrait avoir un poste à créer dans ce cas-là dans les prochaines années. Et j'aimerais à nouveau remercier nos conférencières qui ont présenté un projet extrêmement intéressant. Je sais que votre équipe au complet n'était pas là aujourd'hui, mais c'est un beau projet très, très collaboratif et dans l'air du temps. Donc, merci beaucoup de tout ce que vous avez fait pour les patients. Merci à vous aussi. Donc, on se laisse là-dessus et on va se voir dans la prochaine conférence. À plus tard.